pour vous, je vais reprendre quelque chose qu'a présenté Alexis, là, pour vous mettre tout de suite dans le bain. Il a dit qu'il y aurait un débat avec des questions, possibilité de poser des questions. C'est pas sûr qu'il y aura des réponses. Certains répondent toujours à des questions par des questions. La réponse est pourquoi pas. Alors, la posture. La posture, c'est un terme qui est utilisé, la posture du praticien, du psychothérapeute. J'utiliserai de façon interchangeable les termes praticien et psychothérapeute. La posture du praticien, c'est un mot qui est tout le temps utilisé dans le milieu professionnel, mais qui est à prendre d'une façon très différente du terme habituel. Quand on dit la posture, on entend quelque chose, un masque qu'on se donne, une attitude convenue qui correspond à la circonstance. La posture du praticien, c'est pas du tout ça. Puisque, comme ça a souvent été dit, on accompagne les gens avec nous-mêmes, avec ce qu'on est. Donc il y a intérêt à être attentif à ce qu'on est et qui on est et comment. Et c'est une posture qui est très en rapport avec cet aspect tout à fait spécifique qu'est la psychothérapie, c'est-à-dire quelque chose qui touche la profondeur, qui touche la vérité des personnes. Et la posture, donc, pour moi, c'est quelque chose qui est en rapport avec ces données. De quelle psychothérapie je parle? Évidemment, il faut un peu préciser, parce qu'il y a beaucoup de formes de psychothérapie ou d'accompagnement psychothérapique. Je pourrais dire, dans les définitions de la Fédération française de psychothérapie, on me qualifie de multiréférentiel. Ça veut dire que c'est difficile de me coller une étiquette ou une école ou une façon de faire, et c'est vrai que j'ai un peu bricolé mon système, mais je dirais que je me rapproche de ce qu'on appelle communément la psychothérapie relationnelle et humaniste, c'est-à-dire c'est une approche dans laquelle il n'y a pas, c'est pas le thérapeute qui fixe les objectifs et qui dit comment faire, c'est le consultant, je dis consultant, on peut dire patient, client, c'est le consultant qui travaille, qui est en chemin et que le praticien va essayer d'accompagner. Qu'est-ce qui fait que je m'autorise à parler ce soir de tout ce que je vais développer? C'est de par mon expérience. Alexis a fait référence à mon itinéraire de psychiatre hospitalier. Et c'est vrai que pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé en milieu psychiatrique. Et donc, dans la rencontre avec les personnes, des personnes qui souvent n'avaient pas de demande de soins apparentes, il fallait installer une relation. Donc, et ça m'a rendu attentif à des dimensions qui sont essentielles dans la relation, à savoir l'intention du thérapeute, du praticien, parce que j'ai travaillé avec des gens qui étaient hypersensibles à l'intention et hyper radars quant à l'intention. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas faire semblant d'être comme ci ou comme ça, ça ne marchait pas. Et ça ne marchait pas parce que cette question de l'attention est directement liée au sentiment de sécurité de la personne. Évidemment, en psychiatrie, on travaille avec des gens qui ont des gros problèmes d'insécurité. Et donc, ils ne peuvent pas entrer en relation ouverte avec quelqu'un s'ils se sentent en insécurité.
Et donc ce sont des problèmes que j'ai retrouvés après, évidemment à un degré moindre, mais que j'ai toujours retrouvés dans ma pratique de psychothérapeute. Donc j'ai longtemps travaillé comme psychothérapeute. Et là, j'ai été sensible à des phénomènes dont je vous parlerai, que je reprendrai, qui sont l'importance du mouvement propre de la personne. C'est-à-dire, la personne vient, et c'est le principal élément du moteur du travail psychothérapique. Elle travaille, ce qu'on appelle le processus. Le troisième endroit où je m'autorise, c'est mon travail de superviseur que j'exerce depuis une vingtaine d'années et vraiment, je dirais, comme unique, non pas unique, comme presque unique activité dans le champ psy, puisque j'ai été aussi formateur et formation initiale, formation continue, je le suis moins. Et le travail de supervision m'a permis de découvrir et d'être attentif à tout ce qui fait obstacle au travail du praticien. J'ai découvert récemment, je m'excuse, c'est un nom que je vais prononcer plusieurs fois, j'ai découvert il y a quelques années une phrase de Lacan qui dit que tout le travail est de s'occuper de l'analyste. Le plus important dans la cure, c'est s'occuper de l'analyste. Et c'est vraiment... ça correspondait à ce que je sentais, que le travail, il est du côté de l'analyste, du praticien. Et en dehors de ces expériences personnelles, c'est évident aussi que je me suis inspiré d'un certain nombre d'ancêtres dont je rassemble des données qui me semblent importantes et qui souvent se recouvrent, bien que les écoles ne l'admettent pas toujours, que ça se recouvre. Donc dans ses ancêtres, évidemment, il y a Freud avec la notion du transfert et de ce qu'il appelait la résistance. Il y a les apports de Lacan qui ont toujours été pour moi très importants, puisqu'il a mis l'accent sur ce qu'il appelle l'insu, ce qu'on ignore de soi-même, qui correspond en partie à l'inconscient, mais ce qu'on ignore, et c'est un problème majeur, puisque on vient, mais on ignore ce qui détermine notre vie. J'ai aussi été très, très nourri par la rencontre avec des praticiens de l'APC, l'approche centrée sur la personne, qui sont issus de l'enseignement de Rogers. Et là, le mot de congruence, il vient directement des enseignements de Rogers. Et donc, pour moi, ça m'a beaucoup apporté de le rencontrer. Et puis, il y a aussi ce qui a été mis en place par Peirce, l'homme qui était à l'origine de la Gestalt, et vous retrouverez sans doute des correspondances. Et bon, il y en a toute une, il y a Reich et Lowen, etc. J'en viens au titre, parce que les trois éléments que j'ai choisis, la présence, le silence, la congruence, ou la présence, la congruence, le silence, ou le silence, la présence, il n'y a pas d'ordre. Bien sûr, c'est pour la facilité de l'exposer qu'il faut les mettre les uns après les autres. Dans la réalité, ils fonctionnent ensemble et il y a un travail mutuel, une influence mutuelle qui fait que le silence est très important pour la présence. La présence, une présence véritable nécessite la congruence, etc., etc. Ces trois éléments, ces trois éléments qui nous permettent vraiment, pour moi, d'entrer en contact avec ce qui détermine les conduites, les comportements des personnes qui viennent nous voir, qui leur échappent
mais qui se manifeste dans la rencontre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir à l'esprit, pour mieux voir le travail de ces trois paramètres, c'est d'avoir à l'esprit la situation de l'accueil. L'accueil qui est la matérialisation, la rencontre. Je dis la matérialisation parce que la personne qui vient nous voir, elle est en contact avec nous bien avant d'être dans notre cabinet. À partir du moment où elle a décidé, où elle a pris son téléphone, où elle a été sur Internet, elle est en contact avec ce qu'elle pense être le thérapeute. Donc, ce qui correspond évidemment à ce que Freud appelle le transfert. Le transfert commence à partir du moment où la personne pense et décide d'aller voir quelqu'un, comme on dit. Mais la rencontre se fait quand on lui ouvre la porte du cabinet. Donc il a un peu d'avance sur nous. Et donc la personne vient, et quand je dis l'accueil, ce n'est pas seulement la première rencontre. Il y a un phénomène d'accueil chaque fois. Et il m'arrive des fois dans le travail de supervision de dire, eh ben, la prochaine fois, fais comme si c'était la première. C'est-à-dire oublie tout ce qui a été travaillé avant, tout ce que tu t'es construit dans ta tête, etc. Page blanche. Mais l'accueil est toujours un accueil. Il y a toujours, et je pense que l'accueil nécessite un certain vide chez le thérapeute. Donc les trois paramètres dont je parlais, je disais, ça permet de mettre à jour les déterminismes qui ont amené la personne dans ce qui l'amène, sa souffrance, sa difficulté, sa demande. Mais ces mécanismes sont surtout importants pour voir ce qui fait obstacle au processus. Il y a quelque chose qui fait obstacle, évidemment, du côté du consultant, ce qu'on appelle la résistance. Ça, c'est un phénomène dont il n'est pas maître et qui représente la difficulté à aller vers le changement et à une remise en question des fonctionnements, des scénarios, etc. etc. On ne peut pas travailler directement là-dessus. Ça suppose que la résistance change que si d'autres choses se mettent en place ou se préparent. Ce sur quoi on peut travailler, c'est ce qui fait obstacle au processus du côté du thérapeute, du côté du praticien, et c'est ce que j'appelle depuis un certain temps les sirènes, qui, comme dans l'histoire d'Ulysse, essayent de détourner, de séduire les marins pour qu'ils se jettent à l'eau, et qui va empêcher Ulysse d'arriver chez lui. Donc pour moi, les sirènes, c'est tous ces processus, et je vais en parler, qui font qui délogent un peu le thérapeute de sa position de thérapeute, qui le délogent de ce qu'il est en train de faire. Et vous verrez que les sirènes ont beaucoup de visages différents. Certains très très séducteurs, certains très terrifiants, horribles, mais elles correspondent toujours à déloger le thérapeute d'où il est, et elles lui appartiennent, les sirènes. Ça veut dire que si elles veulent l'empêcher de faire le thérapeute, c'est pour le protéger. Parce qu'elles aussi, elles ont peur que le bateau leur échappe et file Dieu sait où. Même, il ne le sait pas. Donc, je vais venir... je vais venir sur la présence. Donc, la présence, évidemment, c'est ce qui correspond à être en face de la personne qui vient. La personne qui vient, elle ne sait pas pourquoi elle vient.
très souvent, c'est évident quand elle dit « j'y comprends rien à ce qui m'arrive, c'est toujours pareil, je voudrais comprendre », ça c'est un grand classique, « je voudrais comprendre ce qui m'arrive, je voudrais comprendre pourquoi je fais des choses toujours qui se répètent, dont je souffre, qui ne me conviennent pas ». Donc elle ne sait pas. Des fois, elle croit savoir. Elle vient pour une demande. Elle demande parce qu'il y a une difficulté dans sa vie actuelle. Mais si elle vient voir un thérapeute, c'est que ce n'est pas si évident que ça de répondre à sa question. Le thérapeute n'est pas dans ce cadre-là un conseiller conjugal, un orienteur professionnel, un coach d'entreprise, etc. Donc il s'agit d'autre chose. Et ça, pour moi, ce qui est important, parce que pour percevoir ça, c'est vraiment au centre de la thérapie. Je pourrais utiliser les mots des grands auteurs, mais je vais d'abord utiliser les miens, puis on verra après si ça colle avec d'autres. C'est ce que j'appelle moment, moteur, mouvement. Il y a un moment dans la vie où quelque chose doit changer. La personne dit « je ne peux pas continuer comme ça ». Ce qui m'arrive, ça ne m'est jamais arrivé, etc. Il se passe quelque chose dans la profondeur de notre être qui fait c'est comme si une remise en question devenait actuelle, qu'un changement important devenait actuel, qu'il fallait remettre les montres à l'heure, etc. Rogers appelle ça la tendance actualisante. C'est-à-dire, il faut réactualiser ce qui organise et ce qui gère notre vie. Jung parle du processus d'individuation, c'est-à-dire de devenir soi-même, d'entrer dans son identité propre, sa singularité propre. Allons-y. Freud a écrit, je ne l'ai pas connu, écrit « Wo es war, soll ich werden ». C'est une phrase qui veut dire que là où ça commandait, alors c'est pas das es, c'est pas le ça, ce qu'on appelle le ça, mais où il y avait quelque chose d'indéterminé, impersonnel, qui nous dirigeait, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi tu te remets à boire? Je ne sais pas, je ne comprends pas, etc., etc. Soll ich werden, qu'advienne le je qui dit je dans ma vie, où je deviens le centre de mon agir et de mes choix. Donc tout ça parle pour moi de la même chose. Mais ce qui m'intéresse dans ma formule, c'est qu'il y a un moment, et ce n'est pas évident, mais il y a toujours un moment important. Un moteur, quelque chose se remet en route. Il y a un moteur, moi je dirais un foyer qui se ranime et qui fait que la personne, sans en être consciente, est en train de retrouver le contact avec sa vie, avec ce qui l'anime. Et ce moteur la met en mouvement. Et c'est ce mouvement qui l'a fait sonner à votre porte. Et on voit bien à quel point la présence, c'est une question, parce que dès que vous commencez à poser des questions, vous voulez savoir pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie, vous voulez comprendre, vous voulez expliquer, vous n'êtes plus présent. Vous partez à la recherche de quelque chose, vous sortez du cadre. Ce mot du cadre, là, il mérite une explication. La rencontre crée ce que j'appelle une bulle temporo-spatiale, c'est-à-dire il y a un espace cadré dans le temps avec un début et une fin. Et cet espace est un peu comme
je pourrais dire l'espace du rêve, c'est-à-dire que le temps n'y a plus la même... le temps n'obéit plus à un enchaînement temporel linéaire. Les choses d'autrefois peuvent survenir, mais si elles surviennent, c'est qu'elles ont un rapport avec la relation. Il y a une dimension qui est essentielle, que certains d'entre vous seront contents de reconnaître, qui est l'ici et maintenant. Dans cet ici et maintenant, il y a ce qui se passe au niveau des consciences, il y a l'actualisation de ce mouvement dont je parlais tout à l'heure, et il va y avoir, par rapport à ce qui se rejoue, l'apparition d'éléments du passé. Mais ils ne sont pas intéressants parce qu'ils sont du passé, ils sont intéressants parce qu'ils sont du présent. La biographie, mais c'est même pas la biographie, l'autobiographie présente un intérêt parce que c'est la croyance. Que la personne, c'est comme on a dit maintenant, un narratif. Hein, le terme est très, très répandu, que les sociétés ont besoin d'un narratif, de leur histoire, etc., etc. Ça apparaît très, très clairement dans les antagonismes politiques, ou géopolitiques d'une façon générale. Et le récit que fait le consultant, c'est le narratif de sa vie. Ce n'est pas l'histoire factuelle, c'est le narratif. Et c'est intéressant parce que ça dit sur quelle croyance il est bâti. Mais si on se lance dans vouloir reconstituer l'histoire factuelle, pour moi, on sort du cadre. Encore plus si on veut expliquer, si on veut... parce que là, on est pris par une sirène qui nous dit « il faut que tu comprennes, il faut que tu expliques, il faut que tu saches de quoi il retourne, il faut que tu saches pourquoi et la faute de qui ». Et à partir de ce moment, vous voyez à quel point ça impose une vision des choses. Et à ce moment-là, la pensée du praticien n'est plus libre. Il a une mission, la mission d'expliquer, éventuellement de désigner des fautifs, et ça dans la famille ils sont vite trouvés, ou dans le couple, ou dans le travail, etc. Donc à ce moment-là, on n'est plus chez un thérapeute, on est chez un avocat, chez un juge, etc., etc. Et donc, ça impacte la présence. Parce que on est parti, dit vous, nous, on est parti dans une quête, dans une recherche, mais on n'est pas disponible à accueillir. On va chercher, on entre souvent dans le narratif de la personne et on va lui confirmer, etc. Il y a une autre façon qui montre bien quand on perd sa liberté, c'est quand on dit « j'arrive pas à suivre ». Il parle tellement vite, elle saute du coq à l'âne, elle commence un truc, je lui pose une question, elle passe à autre chose, etc., etc. Et le praticien dit « je suis perdu ». Je ne sais plus où je vais, j'y comprends plus rien, ce qui est plutôt un bon signe, à condition qu'il accueille le fait de ne pas comprendre et d'être un peu vierge. Mais ça, c'est très caractéristique de la façon dont la présence se perd. La sirène, des fois, elle se manifeste autrement pour empêcher le praticien d'être présent. Elle va lui dire « t'es pas compétent ». Envoie-le chez le psychiatre. T'es pas compétent, il a parlé d'idées noires, tu imagines, tu peux pas t'en occuper s'il arrive quelque chose. C'est bien de se sentir incompétent, parce que c'est une façon de se savoir sans pouvoir, mais à condition de l'accueillir. C'est ce que j'appelle un auto-jugement dévalorisant et qui, en fait, pour moi, je le vois comme la parole d'une sirène
qui dit « Ouh là là, t'embarques pas là-dedans, ça va t'emmener trop loin, etc., etc. » Là aussi, c'est une façon de plus être présent. Je pense à Agnès, là, qui est une praticienne d'un de mes groupes. Les noms sont cryptés. Hein. Les noms sont cryptés, avec des petits signes de code qui me permettent de me rappeler de qui il s'agit et de voir la personne. Agnès, donc, est une personne qui débute dans le métier. Elle a un autre métier qu'elle garde en attendant. Elle a peu de monde et elle reçoit un homme qui vient parce que sa femme lui a dit qu'il devait faire quelque chose, qu'il devait aller voir quelqu'un et qu'il fallait, c'est comme ça qu'elle... Enfin, d'abord, la femme a appelé Agnès, qui a oublié, parce que je crois qu'elle voulait bien avoir un nouveau patient, qui a oublié qu'en principe, c'est la personne elle-même qui doit formuler sa demande. Et elle le dit comme ça quand on est en supervision, on est en groupe. Mais la femme d'Éric est tellement sincère, c'est le mot qu'elle dit, qu'elle accepte de lui donner un rendez-vous. Quand Éric vient, il redit la même chose que sa femme. Il dit ma femme voudrait que je change, que j'arrive à prendre des décisions. Et voilà. Et ce qui amène Agnès à en parler, c'est qu'elle dit il me bombarde de questions. On m'a dit qu'il ne fallait pas trop répondre. Et alors, je ne sais pas quoi faire. Et la question du jour, c'est Éric demande qu'est-ce que je dois faire de l'urne de maman. L'urne de maman, c'est les cendres de maman, qui est morte il n'y a pas très longtemps. La femme d'Éric a dit d'ailleurs que depuis que sa maman est morte, il ne va pas très bien. Et donc, il demande à Agnès, qu'est-ce que je dois faire de l'urne? Parce que moi, je ne veux pas la mettre dans le cimetière du village où on habite, parce que je ne veux pas que les gens du village, ils causent, ils demandent comment elle est morte, etc., etc. Donc, je vais déménager. Mais en attendant, qu'est-ce que je fais? Et Agnès dit, je ne peux pas lui dire ce qu'il doit faire de l'urne, je ne vais pas lui dire qu'il faut la mettre quelque part, ceci, cela. Question, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est sortie du cadre, de ce que j'appelle le cadre, parce qu'elle est dans la vie extérieure d'Éric, avec son urne, qui en attendant est sur le guéridon dans l'entrée de l'appartement, donc il la visite tous les jours, il y a plusieurs, etc. Ça pourrait être un film, mais bien sûr c'est sérieux. Et donc elle est dehors et elle sait qu'elle ne doit pas répondre par rapport à ça, mais elle ne sait pas quoi faire. Si elle est dans l'ici et maintenant, il est clair que Éric vient de mettre sa mère dans l'espace et de la mettre entre lui et elle, et Agnès. Et donc, et d'ailleurs, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais c'est pour dire à quel point Agnès, qui débute, a du mal à comprendre ce que c'est d'être présent et d'être ouvert à ce que dit la personne, à ce que dit la demande d'Éric, parce qu'en fait, il lui demande de choisir, de répondre à sa place, de décider à sa place. C'est-à-dire qu'il reproduit avec elle le schéma qu'il a avec sa femme et qui est l'histoire de sa vie. Parce qu'en plus, une des choses qui est gênante par rapport à la mort de sa mère, c'est que sa mère est morte trop vite pour bien lui dire ce qu'il devrait faire de ses cendres après sa mort. Et c'est touchant, c'est difficile. En même temps, c'est comme un cas d'école, hein, on pourrait dire.
par rapport au fait que Agnès se sent démunie. Elle n'a pas de munitions pour traiter cette affaire-là. Et en fait, c'est très parlant, puisque c'est comme s'il avait l'urne entre deux, il reproduit les schémas de sa vie, et elle a une réponse. Quelqu'un a dit, il faut toujours répondre. Elle a une réponse très claire, qui est de dire, vous êtes dans le bon endroit pour parler de ça. Et, sous-entendu ou clairement dit, je me sens prête à vous accompagner. Et sa sirène lui dit, non, non, t'embarques pas là-dedans, etc., etc. Je pense là à quelque chose à quoi je n'avais pas pensé avec elle, mais Agnès travaille dans un service. Une partie de son travail consiste à travailler dans les services hospitaliers. Elle est membre d'une église et elle accompagne les gens en fin de vie. Donc ça rebondit sur différentes choses. Donc j'ai pris l'exemple là d'Agnès et Eric pour dire que pour moi le cadre de la thérapie, c'est pas seulement le cadre commercial, on paye tant, si on n'annule pas tant d'heures avant, on doit la séance, etc., etc., etc. Ça, c'est le contrat. Mais il y a un cadre implicite, pour moi, qui est que dans cet espace, il y a une porte ouverte sur l'inconscient. Sur l'inconscient de la personne et sur l'inconscient du praticien. Et que c'est ça le cadre, que la présence permet d'être présente à ces différentes dimensions. Je disais tout à l'heure, comme dans le rêve, il y a les différentes dimensions qui s'imbriquent, qui se superposent, et le récit peut faire apparaître quelque chose d'une autre dimension, d'un autre temps. L'important, c'est que c'est dans ce cadre-là qu'on va le recueillir, l'accueillir. Ce que j'appelle le cadre caché. Et en étant présent à cette dimension-là, il y a toujours possibilité de répondre à la question. Je verrai tout à l'heure si vous me posez des questions, etc., auxquelles je ne peux pas répondre. Il y a toujours moyen de répondre à une question par rapport à la spécificité de cette rencontre. Vous comprenez que ce qui est très important pour assurer cette présence-là, c'est le silence. Le silence qui est une façon d'écouter et d'accueillir et d'être attentif à ce qui apparaît, à ce qui surgit. L'obstacle au silence, c'est de parler. C'est raconter, c'est expliquer, c'est rassurer, etc., etc., etc. C'est meubler. Vous savez qu'on ne sait pas quoi dire. C'est souvent qu'on travaille ces situations en supervision. Je ne savais pas quoi faire. Je lui ai proposé de faire un exercice. Je ne savais pas quoi dire. J'ai dit on va faire telle chose, etc. Dessiner, faire le génogramme, etc. C'est le fait de meubler, c'est-à-dire que le praticien sent qu'il arrive devant un espace particulier ou devant une porte et il va essayer de meubler. Pour moi, c'est la sirène qui dit « fais quelque chose ».
il faut faire quelque chose. Rappelle-toi de tout ce qu'on t'a appris à faire. Sors tes outils. Réponds à sa demande. Même s'il n'y a pas de demande, mais ça s'imagine, ça. Et donc, c'est vraiment la peur du vide, la peur du silence. Si vous êtes présent dans le silence, c'est-à-dire que c'est juste, et là je fais une avancée sur la congruence, c'est-à-dire le fait d'être juste, mais c'est pour dire que les trois éléments sont intégrés. Si vous êtes en accord avec le silence, mais vous connaissez le silence, au concert, au cinéma, maintenant, vous êtes en accord et vous essayez de capter ce dont je parle, parce que dans ce que je dis, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en mots, qui ne sont pas dites. Si vous êtes en accord avec le silence, il n'y a pas de problème. Même, évidemment, vous croyez qu'il faut nourrir le consultant, qu'il faut lui donner quelque chose à manger. Si vous êtes en accord avec le silence, il entre, disons le mot, dans un état de conscience différent. Le silence, ça permet une modification de l'état de conscience. C'est ce que vous vivez au concert ou au cinéma, quand vous assistez à un spectacle. Vous percevez des choses sur différents plans de conscience. Le silence, ça installe chez vous un état de conscience un peu différent. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les états de conscience modifiés, c'est la modification de l'état de conscience. Ce que j'appelle de façon un peu provocante et abrégée la MEC, modification de l'état de conscience. N'ayons pas peur de la MEC. Pour les mecs, c'est différent, mais pour la MEC, c'est autre chose. Et c'est vraiment la modification de l'état de conscience qui va permettre aux consultants de laisser venir des choses qui sont en mouvement, qui sont prêtes à venir. J'ai une autre histoire là, avec Katia. Katia qui accompagne Larissa. Donc Katia, c'est une praticienne chevronnée qui accompagne Larissa depuis un certain temps. Et alors, quand je travaille en supervision, je propose toujours à la personne qui va travailler une fois qu'elle a dit le prénom de la personne qu'elle amène, de laisser venir un mot, une phrase, une image, comme ça, un peu brut de décoffrage, comme on dit. Et donc là, Katia a dit « j'ai peur d'être méchante ». J'ai peur d'être méchante. Et elle raconte donc ce qui se passe avec Larissa, qui devient, les rendez-vous deviennent irréguliers. Larissa trouve que la méthode avec laquelle Katia travaille ne lui convient pas. Elle veut négocier les prix des honoraires parce qu'elle a envie de faire de l'EMDR avec quelqu'un d'autre. Donc il faut pouvoir payer les deux. Et puis, Katia continue à parler de toutes les petites choses dont elle n'est pas contente et qu'elle ne travaille pas. Ce qui l'étonne, c'est que se connaissant, elle n'est pas comme d'habitude avec Larissa. Elle ne reprend pas les choses qui surviennent, les accros, le truc de l'argent à partager, etc. Elle ne travaille pas là-dessus. Et puis elle raconte tout ça. Moi, je parle pas.
j'entre dans mon truc, elle parle, et tout à coup, à un moment, là je suis en silence depuis un certain temps, et à un moment je repense à la phrase qu'elle a dite au début, j'ai peur d'être méchante, et je reprends la chose en disant, la peur d'être méchante, c'est des fois, ça cache l'envie d'être méchante. Et alors elle se met à bâiller, libération vagale, hein. Elle se met à bâiller, elle se détend, elle dit « Oh là là, c'est d'une densité goûteuse ». Et elle se met à raconter comment elle s'est battue et comment, enfant, elle alternait l'enfant hyper sage et puis des crises de rage, de colère. Et quand elle parle de ça, je retrouve la jouissance, le goût, le truc, le machin. Et ce que je veux dire là, avec cet exemple, c'est que le silence dans lequel j'étais m'a mis en contact avec ce qui se passait en elle, parce que c'était en train d'arriver. Et les mots que j'ai dit ont simplement fait coller son expérience inconsciente avec le fil des mots. Hein. C'est ce que j'ai appelé dans un de mes premiers livres l'effet de bascule, c'est-à-dire tout à coup les choses se tissent ensemble. Lacan parle du toucher il le dit dans un texte sur un écrit célèbre qu'il a fait sur un personnage délirant, le joint le plus intime du sentiment de la vie. C'est-à-dire qu'il se passe, il y a une coalescence, une coagulation qui fait que ça prend du sens. Et c'est ça qu'on dit, le sens, c'est pas expliquer, c'est quand les différentes dimensions de l'être s'articulent ensemble. Et ça, c'est souvent quelque chose qui se produit grâce au silence. Parce qu'on entend dans le silence, il y a des choses qui émergent, et puis le praticien, à un moment donné, a un mot qui fait sens. Il ne fait pas sens parce que c'est une explication rationnelle, il fait sens dans le sens de « Ah mais bon sens, c'est bien sûr ». C'est ce genre de sens, d'évidence. Et d'ailleurs, la personne se tait, entre dans un état intérieur, n'a plus besoin de parler, j'évite de lui demander ce qu'elle ressent et ce qui se passe, parce que c'est son affaire, point. Donc ça montre là. Alors, je pense que vous avez tous des expériences à un moment ou à un autre de ça, l'importance du silence pour être présent. La congruence, c'est l'élément le plus important de toute cette histoire et c'est le plus difficile à expliquer en termes, en mots, parce que c'est une expérience. Et donc, je vais m'appuyer sur des situations. La situation là, à laquelle je pense, c'est Sandrine. Non, c'est Sabrina. Parce qu'il y a des fois un prénom qui se répète chez 5, 6 personnes, et si je ne veux pas me mélanger les pinceaux, il faut chaque fois que je trouve un pseudo différent. Donc là, c'est Sabrina avec, comment il s'appelle, c'est, oulala, j'ai son vrai nom qui arrive, non, c'est Aurélien. Donc Aurélien, Sabrina, c'est quelqu'un qui est en difficulté avec les 3 démons, les 3 sirènes. Comprendre, savoir, expliquer.
les démons du thérapeute. Et elle ne peut pas s'empêcher. Et avec Aurélien, c'est difficile parce qu'il est très difficile à comprendre. Parce qu'il est... il a une grosse difficulté de contact, il a, on peut dire, un côté autiste, il est très, très instable, c'est un client difficile. Et il vient, elle le suit depuis longtemps, et ce jour-là, c'est même ce jour-là, parce qu'on a eu la supervision l'après-midi du matin de la séance. Et ce jour-là, Sabrina est perdue. Et finalement, elle dit à Aurélien, je ne comprends rien. Et Aurélien dit, mais qu'est-ce que ça me fait du bien? Je sais que vous existez. Parce que tout à coup, elle n'a pas été en cavale, après comprendre, après le fil du discours, après meubler, remplir, etc. Tout à coup, elle a fait un arrêt et elle a dit ce qui était là. Et alors pour lui, ça illustre ce que Lacan dit quand il dit que le thérapeute doit être un lieu d'adresse, c'est-à-dire quelqu'un à qui on peut parler, qui ne va pas juger, qui ne va pas dire ce qu'il faut faire, mais qui accueille une parole libre. C'est comme ça que je le comprends. Et donc tout à coup, Sabrina, qui pensait que c'était la fin des haricots si elle disait ça, Aurélien, bon formateur, lui dit « Ah, je sais que vous existez. » Et du coup, il dit, vous savez, moi je suis dans le néant. Et là, Sabrina me dit, qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, c'était ça le risque. Si elle est présente, c'est-à-dire congruente, congruente, ça veut dire, c'est aligné. Ce qu'elle dit, ce qu'elle montre, correspond à ce qu'elle est dans son être, dans sa réalité actuelle. Elle est congruente, ça lui donne à lui une sécurité, il y a quelqu'un. Et la sécurité fait qu'il va s'ouvrir de quelque chose, ou que peut-être, à ce moment-là, il peut dire « je suis dans le néant ». Il ne va pas faire le récit de toutes ses expériences, ses échecs professionnels. Il commence une formation, il a réussi, il arrête il travaille 3 mois, il arrête, il va en refaire une autre, etc., etc. On n'arrête pas de l'orienter dans toutes les directions, évidemment, il a un QI élevé. Et là, il dit « je suis dans le néant ». Et c'est elle qui panique. Enfin, quand elle m'en parle, etc. C'est un exemple de la congruence. Et pour dire la puissance thérapeutique quand ça se produit. Je ne dirais pas qu'on y arrive, parce que ce n'est pas un processus qui se décide, ou alors il se décide beaucoup en amont, mais ça produit des effets étonnants. Un autre exemple, quelque chose qui s'est produit dans un groupe où c'est de supervision. Aurélie c'est aussi une praticienne expérimentée. Elle reçoit une préadolescente qui s'appelle Lynn, qui a 10-11 ans. Mais elle a un père qui est très attentif et qui n'arrête pas de bombarder Aurélie, c'est Aurélie qui n'arrête pas de bombarder Aurélie de comment ça se passe avec Lynn, où est-ce que ça en est, etc. Évidemment, les parents sont séparés. Et ça dure, ça dure, ça dure. Et
Et Aurélie est très en difficulté. Et elle travaille comme ça. Bon, moi j'interviens pas. Et à un moment, je lui dis, mais tu es maltraité. Et ça faisait des mois que ça durait. Et tout à coup, le fait d'entendre ce mot dit, ah ben c'est ça. Elle était tellement préoccupée par l'accompagnement de Lynn qu'elle ne pouvait pas s'autoriser à penser quelque chose de mal ou de négatif ou dont elle aurait à se plaindre de la perte du père, de peur qu'il y ait des répercussions sur Lynn. Et elle dit, après elle dit, j'ai toujours voulu protéger complètement l'espace du travail avec Lynn. Mais cet espace était constamment bombardé par les intrusions du père de Lynn, et ça a duré très 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 longtemps. Et c'est en entendant la souffrance d'Aurélie que, comme ça, le mot de maltraitance, qui après apparaissait évident. Et donc ça, tout à coup, ça a modifié son énergie, son ressenti. Elle a pu mettre un mot sur quelque chose qui était présent. Je ne lui ai rien expliqué, et je pense qu'avant, il y a des gens qui lui avaient dit ce mot, elle ne pouvait pas y adhérer. Mais là, à travers tout le processus de la supervision, il y a quelque chose de sa souffrance profonde et de son expérience, parce que à ce moment-là, elle a dit qu'elle avait été harcelée comme enfant, elle avait travaillé dans le monde du travail et elle avait à plusieurs reprises s'était retrouvée harcelée. Donc ça parle de quelque chose qui est profond dans son scénario de vie. Et quand le mot a été mis dessus, je l'ai revu depuis cette supervision, et on a fait un petit update à ce propos, comme on le fait souvent sur des gens pour qui on a travaillé. Et elle a dit, ah ben ça a tout changé, je suis allée à la gendarmerie et j'ai porté plainte. Et quand elle a sorti les courriers, les SMS, les mails du gars, le gendarme a dit, mais comment vous avez tenu le coup depuis ce temps? C'était évident, mais c'est pour dire qu'il y a eu le processus intérieur du travail de supervision, le fait qu'elle se soit ouverte à ces déterminismes inconscients, qu'elle les ait laissés circuler, et qu'un mot soit venu. Et ça, c'est un effet de congruence. Ça veut dire que ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, tout à coup, entre dans une structure de sens, par un mot. Alors la congruence, c'est pas facile, parce que peut-être certains se sont déjà endormis en séance. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être que certains se sont sentis tétanisés par la peur qu'il se passe quelque chose dans la séance, par la peur qu'il se passe quelque chose de grave quand la personne sortira, qu'elle sera chez elle. Peut-être que certains ont été complètement submergés par l'odeur du consultant, etc., etc. Alors, la congruence. Là encore, ce qui montre le mieux où est la congruence et ce qu'est la congruence, c'est toutes les façons dont on essaye d'y faire obstacle. C'est-à-dire qu'on essaie, qu'on se retient de s'endormir, qu'on essaye de faire avec les odeurs nauséabondes. Alors,
il y a un exemple récemment avec une collègue qui est thérapeute psychocorporel. Donc il y a du toucher, il y a du contact corporel avec une personne qui a des odeurs repoussantes. Que fait-on? Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire comme si c'était pas là. On essaye de faire avec, de rien dire. Un thérapeute ne va pas parler de ces choses-là. Il ne va pas reconnaître qu'il est en train de s'endormir. Il ne va pas dire qu'il a un peu des nausées, etc., etc. Ben, la congruence, là, elle en prend un coup. Parce que pendant qu'on se bat contre ça, on n'est plus là, il n'y a plus de présence. Et surtout, pour écouter, accueillir, ça suppose un certain relâchement. Lacan dit que l'attitude de l'analysant, c'est d'être concave. Je pense que certains d'entre vous m'ont entendu déjà parler de ça. Concave. Si on est en train de se retenir, de bâiller, de se retenir de peur, etc., on n'est pas réceptif. On n'est plus là. Il n'y a plus de présence. Là, c'est difficile parce que c'est un gros travail personnel. Parce qu'on est amené à faire des choses qui ne sont pas dans les convenances, déjà. S'endormir en train de travailler avec quelqu'un, qui ne font pas partie du manuel du bon thérapeute, etc., etc. Or, la congruence, elle demande d'accueillir ce qui est là. Parce que c'est là. C'est même très, très présent dans l'ici et maintenant. Il n'y a rien de plus ici et maintenant que de s'endormir. Surtout, d'avoir une envie de s'endormir. Bon, une fois, moi, ça m'est arrivé, mais de m'endormir. Mais le gars m'a dit oh, je vous paye et vous dormez? Ouais, j'ai dit oui, puisque je dormais. Et d'autant que il y a eu pas mal d'expériences comme ça, le thérapeute ne s'endormait pas avec le consultant d'avant et il ne s'est pas endormi avec le consultant d'après. Donc, ça a à voir avec ce qui se passe ici et maintenant. Et ça a à voir d'une façon même beaucoup plus importante parce que ça parle vraiment de quelque chose qui appartient au consultant. Ça en parle de telle ou telle façon parce que ça correspond aussi à quelque chose de l'histoire ou de la personnalité du thérapeute. Avec le même patient, peut-être qu'un autre thérapeute aura un autre point de fragilité ou un autre point de faille. Mais ce qui arrive ici et maintenant est en rapport, ça c'est quelque chose de très important, qui se retrouve aussi bien chez Freud que chez Perls. Ce qui arrive maintenant est en rapport avec maintenant. C'est-à-dire ce qui se passe dans la séance, dans cet espace, est en rapport avec ce qui fait venir le consultant. Donc, ces phénomènes très puissants, le sommeil c'est un phénomène puissant, puisqu'il vient de la profondeur de notre système nerveux végétatif, et je ne parle pas des nausées, je ne parle pas etc. Donc c'est une réponse très, très forte de notre être à quelque chose qui est en train de se produire maintenant et que le consultant n'a pas les moyens de nommer, qu'il ne peut pas nommer. Et c'est à nous que ça revient
pas forcément de nommer, ça je crois que c'est une question délicate dans la pratique, mais d'accueillir, d'être avec ça, c'est-à-dire d'accepter que ce soit là, éventuellement peut-être le nommer, mais d'abord se le nommer. Ça m'arrive, c'est à moi, c'est là. Et s'il s'agit de le nommer, pour moi c'est très important de ne pas l'attribuer au consultant. Ce n'est pas lui qui m'endort. C'est quelque chose qui se passe en lui, dont il n'a pas la maîtrise, et peut-être pas la conscience, et qui réveille une de mes sirènes qui me dit « va pas là, botte en touche, tu t'absentes, tu y es pour rien, etc. » La fois où je me suis endormi, c'est un peu ça. On a repris, j'ai remercié mon consultant, et on a repris finalement ce dont il était en train de parler quand je me suis endormi. Et c'était assez étonnant parce que je ne vais pas vous le raconter dans les détails, je ne vais pas vous dire de quoi il s'agissait pour lui, parce que forcément ça faisait écho chez moi d'une façon très profonde. Et donc ma sirène m'a dit non, non, ferme les écoutilles. Et donc c'est important de ne pas l'attribuer au consultant, parce que là c'est une prise de pouvoir. C'est à cause de lui, c'est lui qui m'endort, c'est lui qui sent mauvais, etc., etc. Et si on le dit, c'est important d'être attentif, là encore plus que d'habitude, à l'intention avec laquelle on le dit. Si c'est une intention de se justifier, de donner une explication, ah, je suis fatigué, j'ai mal mangé quelque chose, etc., ou bien de l'introduire dans ces jeux d'action-réaction, etc. Je parle en mon nom, et le sens profond de ce travail, c'est « je prends soin de moi ». Je prends soin de moi, c'est un message très important, parce que la plupart des gens qui viennent nous voir sont des personnes qui sont dépendantes des relations, qui ont une dépendance dans la relation, des personnes qui disent qu'on ne les reconnaît jamais, des personnes qui disent qu'elles ne sont pas aimées, des personnes qui disent qu'on leur veut du mal, etc., etc. C'est toujours dans la relation. Et si je prends soin de moi, je fais un message en disant « tu n'as pas à t'occuper de moi ». Nous ne sommes pas dans une relation de dépendance. Je prends soin de moi. C'est un message très fort. Oui, à propos des odeurs, j'ai une histoire, oui, 4 minutes. Oui, d'accord. Alors, vous voyez comment ça... je vais finir avec une petite histoire, mais je la mets dans l'accueil, parce que je reviens à l'accueil pour dire à quel point ces différents éléments sont présents dès l'accueil. Parce que si un certain nombre de choses ne sont pas claires dès l'accueil, qu'est-ce que ça signifie de s'engager ? Je vais raconter cette vignette. C'est Odile et comment s'appelle la personne ? Aurélie. Ça fait quelques fois qu'Aurélie vient, mais Odile est très incommodée parce que Aurélie est une femme qui ne prend pas beaucoup soin d'elle, qui boit, qui prend des médicaments, et
Odile trouve que c'est vraiment repoussant. Ça fait un cocktail d'odeurs repoussant. Et elle est très gênée, elle ne se sent pas d'en parler, elle ne se sent pas de lui dire. Et voilà en plus que Aurélie voudrait venir plus souvent. Et donc Odile, avant, a travaillé dans une institution qu'elle dirigeait. Et un jour, il y a des gens de l'institution qui sont venus la trouver en disant tu sais, il y a un tel, on ne peut pas travailler avec lui, il sent mauvais. Il faut que tu fasses quelque chose. Elle est la directrice, elle est attentive, etc. D'autant que lui, cet homme, se dessine autour de lui un cercle distant qui a des conséquences dans le travail, dans l'efficacité, etc. Donc, Odile dit je suis la directrice, j'ai une responsabilité. Elle convoque le bonhomme et elle lui explique que c'est quand même un problème par rapport au travail, qu'il y a des gens que ça incommode. Alors évidemment, elle s'est tourné les phrases 50 fois dans la bouche avant de parler, elle a pris toutes les précautions, les trucs, les machins. Et puis elle lui dit, et lui il lui dit « Ah ben je ne savais pas, ah ben merci ». Et dans les jours qui suivent, il fait en sorte que ça disparaisse. Et donc je dis à Odile, ben alors tu sais, avec Aurélie, tu sais. Et elle me dit, ah non, c'est pas du tout pareil. Là, j'étais la directrice, il y avait les gens, j'avais une responsabilité. Et je lui dis, mais c'est pareil. Qui est responsable des conditions de travail d'Odile? Qui a une responsabilité par rapport au fait de pouvoir travailler correctement avec Aurélie? Elle avait la solution parce qu'elle avait vécu la situation, mais elle n'avait absolument pas fait le rapprochement. Et j'ai évidemment plusieurs exemples comme ça sur le problème de l'odeur, parce que c'est très corporel. D'abord, c'est corporel pour la personne qui est autour, et puis ça parle de l'intimité. Donc c'est difficile à aborder. Et chaque fois que ça s'est posé, qu'on a travaillé en supervision, et que la personne après a pu en parler, le consultant ou la consultante l'a remercié. Ça, c'est... Et pour moi, c'est vraiment aussi un exemple très fort de la congruence. La congruence et de la responsabilité du thérapeute d'installer les conditions de travail qui lui correspondent. On dit, comme je finis avec l'accueil, il y a cette phrase de Rogers sur l'accueil inconditionnel des personnes. Moi, je pense qu'on peut faire un accueil inconditionnel à condition qu'il n'y ait pas des conditions. Ça veut dire si on est vraiment congruent. Parce que si on suit ça comme un dogme, il faut faire un accueil inconditionnel. C'est comme l'amour inconditionnel. C'est bidon et c'est porteur de tous les démons du monde. Et donc, s'il y a des conditions, c'est important de les poser. Par exemple, une condition classique, c'est les idées de suicide. Si le praticien est tétanisé par les idées de suicide et a toujours peur de dire un mot qui risquerait de ceci, cela, il a perdu toute liberté de penser dans la thérapie. Et donc, des fois on demande au consultant de s'engager, au moins pendant la durée de la thérapie, de ne pas se suicider. Comme en psychanalyse, on demande aux gens de faire aucun changement important dans leur vie, le divorce, le déménagement, etc., etc., pendant la durée de la cure. C'est considéré comme des passages à l'acte.
Et donc, dans ce cas-là, il faut passer la main ou poser la chose comme limite. Si on vit avec ça, on ne fait pas son travail. Donc, on ne se donne pas les conditions correctes de travail. Et pour moi, ce n'est pas honnête. Donc, accueil inconditionnel, ça veut dire pouvoir accueillir la personne telle qu'elle est, sans porter de jugement. Cette personne-là est différente des autres. Ok. Elle a des bonnes raisons, des raisons très fortes d'être comme elle est, d'être différente des autres. Comment je l'accueille? Et donc, pour pouvoir dire, si on dit oui, c'est qu'on pourrait dire non. Si on s'engage dans le travail avec quelqu'un, c'est qu'on a été attentif à tout ce qui nous met en difficulté avec la personne, et qu'on accepte d'accueillir ça et d'en faire des indicateurs, des éléments qui résonnent avec la problématique de la personne. Donc ça, j'appelle ça la congruence, qui permet effectivement la présence. Et pour donner une place au silence, je crois que je vais me taire. Merci en tout cas Alexis, merci Psy en lien, et merci ma chère épouse, compagne et amie d'avoir tenu la table des livres, les lus. Voilà. Il y a encore des questions? Ça va venir. Je me suis dit que je ne saurais pas quoi poser comme question. Et puis finalement, pendant la pause, il m'en est venu une qui est le silence d'une personne qui est... Oui. Le mot vient de m'échapper, anorexique. Et c'est difficile de poser un silence face à un silence, de rester dans du silence face à un silence. Pour moi. Oui. À un endroit où il me semble qu'il est important d'aller la chercher. D'accord. Ben voilà. C'est un constat. Oui, d'accord. Un constat. Alors je disais, il faut toujours répondre. Je crois qu'il s'agit seulement de manifester qu'on est là et qu'on entend ce silence. Alors évidemment, il y a le oui des analystes, mais c'est où est le problème? Parce que le mot anorexie, pour moi, il est un peu particulier. Parce qu'il prend le pas sur la personne. Oui, il est réducteur. Il la met dans une classe, une catégorie, et ça induit un certain nombre de choses qui viennent avec, dans l'esprit du thérapeute. Et donc là c'est un silence où le thérapeute attend qu'elle parle. Il est dans l'attente. Dans la situation que tu décris là. Oui. Moi, je ne suis pas trop dans l'attente parce que j'ai proposé des outils, un peu des supports, en fait, pour qu'elle puisse parler un peu d'elle, de ses ressentis, justement, qui sont difficiles à exprimer. Mais effectivement, j'ai posé cette étiquette et en même temps, moi, je lui ai dit, je ne suis pas du tout une spécialiste des troubles alimentaires. Et c'est vrai, je n'y connais pas grand-chose. Donc,
On ne parle pas spécialement de l'alimentation, même pas du tout. D'accord. Enfin, elle en parle un peu. Elle parle des sensations. D'accord. Mais qu'est-ce que ça a à voir, les troubles alimentaires, avec ce qu'elle vient faire chez toi? Oui. Je pense que cette difficulté vient aussi du fait qu'elle a été en quelque sorte obligée. C'est-à-dire que le médecin lui a dit, soit tu acceptes d'être un peu accompagnée à l'extérieur, soit tu risques d'être hospitalisée. Donc elle est un petit peu contrainte. Elle n'est pas contrainte, elle choisit. Ben oui, elle a accepté cette possibilité. Elle a choisi ça, c'est vrai. Donc elle a choisi de venir voir quelqu'un qui n'est pas spécialiste du problème pour lequel on veut l'hospitaliser. Non? Elle a choisi. Donc ça te donne une grande liberté. Mais là, le mot d'anorexie est très incapacitant. Je ne pense pas l'avoir utilisé avec elle. Non, j'en suis même sûre. Oui, oui, mais je viens de l'entendre. Oui, oui, oui. Non, mais c'était effectivement. Et j'ai entendu aussi. Oui. Une étiquette comme si ça correspondait à un certain comportement, à une certaine façon. Oui, et puis troubles alimentaires, oui, etc. Mais comme elle si choisit. Vous savez de quoi on parle? Ben non. Ça enlève la singularité. Oui, exactement. Et la personne qui vient, on ne sait pas qui elle est, mais comme dit l'autre, on a le moyen de la faire parler. Non. En refusant. Je veux dire, la personne qui vient, c'est souvent aussi qu'elle dit « je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas où j'en suis. Je ne sais pas ce qui est important pour moi, je ne sais pas quoi choisir, je sais, etc. J'essaye un truc, Donc c'est vraiment une question sur la singularité de la personne. Rogers appelait son enseignement l'approche centrée sur la personne. Sur la personne qui est là. Et donc je ne sais pas si c'est une phrase d'un Rogerien ou d'un gestaltiste, mais c'est une phrase d'une thérapeute anglo-américaine qui dit, je vais le dire en anglais, ça fait mieux, mais j'ai un anglophone devant moi qui m'écoute. The client doesn't know. The therapist doesn't know. The Queen of England, alors à l'époque c'était the Queen of England, maintenant on dirait the King Charles III. Either they don't know. Only the process knows. C'est seulement le processus qui sait, mais à l'insu de la personne. La personne ne le sait pas encore. Et elle vient pour que ça change et elle va essayer de faire en sorte que ça ne change pas. Sinon, elle n'aura pas besoin de venir. Elle pourra changer toute seule. Donc, c'est vraiment et on revient sur ce que j'appelle, moi, le mouvement, le moteur du mouvement. Et c'est souvent que les collègues disent « mais il ne se passe rien, on tourne en rond ». Et alors, il vient, mais oui, il n'arrête pas de venir. Il vient. Et il y avait comme ça, je me souviens d'une situation où on travaille en supervision, et donc le collègue propose qu'on arrête. Parce que ça ne bouge pas, parce qu'en fait il s'embête, il a l'impression qu'on tourne en rond.
Et le consultant lui dit, mais arrêtez, moi j'ai besoin de venir. S'il vient, il est en mouvement, même si ça se passe dans un insu profond de sa conscience, même si ça émerge pas, mais il vient. Voilà, et le choix qu'a fait la personne dont tu parles, c'est vraiment un choix important. Parce que l'hospitalisation, c'est l'endroit qui est spécialisé pour soigner les anorexiques, les troubles alimentaires, etc. On lui propose de choisir, soit l'hospitalisation, soit, je ne sais pas comment on lui a dit, se faire accompagner. D'accord. Ben, le mot le dit, on accompagne quelqu'un qui est en mouvement. Qu'est-ce que tu as entendu dans ce que j'ai raconté là? Qu'est-ce que, à propos du silence? Moi j'ai entendu, j'ai peu entendu sur le silence justement, j'ai entendu sur la conférence, j'ai entendu sur la présence, et donc pour moi le silence est un entre-deux. Non, c'est un fond et le reste fait figure. Voilà. Et le reste? Et le reste, c'est la gestalt, c'est la figure qui apparaît, c'est le process qui se déploie et qui permet au thérapeute de trouver les contours, ou enfin de suivre un petit peu ce qui émerge en fait. Le silence fait partie du processus. Du processus. Et alors, c'est un entre-deux, c'est comme si c'était un moment vide avant les moments forts. Or, le silence, c'est un silence dans le sens où je l'entends, dans la mesure où il ne manque rien. C'est un moment où il n'y a pas d'attente, il ne manque rien. J'ai parlé tout à l'heure du concert, du cinéma. Je pensais à ça. Ouais. Le silence après Mozart. Alors, il y a le silence qui suit la performance, hein, et qui est intéressant parce qu'il met bien en contact avec la modification de l'état de conscience. Parce que dans le silence qui suit un film ou un concert, on laisse les harmoniques se développer, on est présent sur la dimension dans laquelle on a été emmené par le film ou le concert. Mais ça donne une idée de ce qui est la densité du silence. C'est ça que je veux dire. Et le silence, ce n'est pas quelque chose qu'on installe, c'est quelque chose qu'on laisse venir. Et qui vient à son moment. Et on sent que c'est le moment du silence quand on a envie de parler. Je disais, c'est tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à rester dans le silence et qu'on a envie de remplir, qui indique qu'on est en lutte contre le silence, qu'on est en train d'essayer d'empêcher un état intérieur de s'installer, qui est l'état où on va raisonner à travers des choses agréables ou désagréables. Moi, quand je parle de transfert, contre-transfert positif et négatif, pour moi, le contre-transfert négatif, c'est celui qui empêche le processus. Le contre-transfert positif, c'est celui qui le favorise. Ça n'a rien à voir avec les bons sentiments ou les mauvais sentiments, le plaisir ou le déplaisir, etc., etc. Un transfert où on est content de travailler avec la personne, où on est content de l'avoir, ça peut être un transfert très négatif. Parce qu'on finit par faire de la causette et on sort du cadre, ce que j'appelle le cadre caché. Et donc c'est un transfert, c'est une complicité.
où la sirène du thérapeute se fait complice de la peur du consultant de changer. Donc c'est tout ce mouvement de remplir, de parler, il faut que je lui donne quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose, etc. C'est vraiment des signes de porter attention à ce que ça empêche. Et ça empêche le silence, et ça empêche donc une écoute et l'émergence de quelque chose. C'est très lié au processus. Quand on propose un exercice ou un travail pour remplir, c'est, je dirais, c'est très pervers. Je veux dire que ça pervertit la relation. Parce qu'il y a une attente de la part du praticien, c'est-à-dire, il faut faire quelque chose, je dois faire quelque chose, il obéit à une injonction intérieure. Et donc, le consultant, il est libre dans ses relations? Non. Soit il va satisfaire le praticien, soit il va s'y opposer. Mais ce qui se passe pour lui dans l'exercice, ce qui est le sens même de l'exercice, passe au second plan. On ne peut pas savoir, je veux dire, peut-être ça a du sens, mais ça risque de passer au second plan, selon qui veut satisfaire l'attente, ce que j'appelle prendre soin du thérapeute, soit qui, comme seule possibilité, il a de s'y opposer, de dire mais il ne se passe rien, qu'est-ce que c'est ce truc? Ou alors il dit ah mais c'est super, je sens plein de choses. C'est en ça que je dis que ça pervertit la relation. C'est pas une intention perverse, mais ça pervertit la relation. Du fait que du rôle de remplissage qu'a la proposition. Je ne sais pas quoi faire, quand même il faut faire quelque chose, je ne peux pas le laisser comme ça, voyons qu'est-ce que j'ai dans le magasin, et puis on va, et puis bon, et ça embarque dans quelque chose qui n'est pas congruent. Je ne savais pas quoi faire, alors je lui ai proposé de faire ceci ou cela, et puis ça s'est bien passé. C'était bien. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, il était content, c'était bien. C'était bien. Ou alors, mais je ne sais pas, il ne veut pas, il ne prend pas. Il ne veut pas faire ce que je lui propose. Qu'est-ce qui se passe? Sous-entendu, il est vraiment de mauvaise volonté, il n'est pas coopérant, il y en a marre, etc. On est dans une relation comme celle de l'histoire du consultant, comme celle de la vie extérieure. On n'est plus dans le cadre. Presque une instrumentalisation. Oui, quelque chose comme ça. Donc on revient à ce qui a été dit au début, le plus important dans la cure, c'est de s'occuper de l'analyste, donc du thérapeute, et peut-être dans la formation du thérapeute, il y aurait à faire essayer de faire des temps où il n'y a que du silence pour avoir de moins en moins peur du silence. Oui, on peut faire une cure de silence. Oui. Je connais des thérapeutes qui ont passé plus longtemps au silence, qui ont accepté le silence. Ça peut être un exercice avec ses propres peurs pour laisser les choses venir. C'est pas mal de s'exercer à ça dans la vie courante aussi. Mais dans la vie courante, on n'est pas obligé. Dans le cabinet, ça fait partie quand même un petit peu de la déontologie du praticien. Ceci étant, moi, je ne suis pas un maître d'école, là. Je vous fais part de ce que j'ai compris à partir de mon expérience et à partir des supervisions que j'anime, avec ce qu'il en ressort. Donc c'est progressivement que
que je suis amené à développer ces thèmes qui, d'une certaine façon, pour moi, restent toujours des hypothèses à vérifier. Et quand je parle du silence, voilà, j'en avais quelques exemples, plein d'autres, aussi bien pour la congruence, la présence, etc., etc. J'en ai choisi quelques-uns qui étaient récents pour bien m'en rappeler. Mais c'est à vérifier. Mais le silence, c'est vraiment un élément du processus qui s'installe quand le film commence à vous endormir, ou quand le film, vous avez envie de regarder votre portable, ou que ceci, cela, ça veut dire que le silence ne se fait pas, vous n'êtes pas réceptif. C'est la faute du réalisateur, bien sûr. Mais ça fait partie du processus. Il y a un moment où le silence s'ouvre. C'est ça que je veux dire. Je me souviens d'un passage d'un livre de Henri De Luca, où il raconte, enfin c'est un livre où il y a des nouvelles de 2 pages, et il raconte une histoire d'un de ses amis qui est prêtre, qui reçoit des gens au confessionnal, mais les gens lui racontent les histoires, et il a un de ses paroissiens qui est venu lui parler de problèmes sérieux qu'il a dans son couple, etc., etc. Et le prêtre en question, il revoit le même paroissien 3 jours après dans la rue, et le gars vient le voir et lui dit « Ce que vous m'avez dit l'autre jour, ça a tout changé. » Et le prêtre dit à Henri De Luca « J'ai pas ouvert la bouche. » Nemmeno aperta la bocca. Je suis avec le mot sirène que tu as prononcé. Et, il pourrait être dans un sous-titre de ce livre, enfin, à venir, j'imagine. Comment échapper aux sirènes, enfin, voilà, ou faire le lien avec Ulysse comme tu l'as nommé. Je ne sais pas si quelque part il y a un site sur lequel il y a des articles que j'ai fait sur la supervision. C'est un site qui s'appelle AETPR. C'est l'association d'un institut de formation de Strasbourg. AETPR, tiré du 6, comme on disait, psychothérapie sans accent, .org. Je le cite parce qu'il y a un certain nombre d'articles que j'ai écrits sur la supervision qui figurent sur ce site, dont un, je crois, qui parle des sirènes ou qui s'appelle Le voyage d'Ulysse. Et l'expérience m'a amené à modifier mes idées sur les sirènes. Je pensais que les sirènes séductrices, mortifères, puisque les sirènes ont été condamnées par les dieux à se nourrir des marins qu'elles attireraient, et que, au risque de périr elles-mêmes, et donc le but, c'est de détourner le voyageur, Ulysse. Et je pensais que les sirènes étaient à la fois celles du consultant qui essayait de faire dormir le thérapeute, qui essayait de l'embarquer sur autre chose, qui lui raconte une histoire qui n'a ni queue ni tête, etc. En fait, les sirènes, c'est du domaine du thérapeute. C'est du monde du thérapeute. Le consultant, il fait ce qu'il peut. Il s'est construit d'une façon à pouvoir survivre une situation difficile, donc il s'est adapté, et remettre en cause son système d'adaptation,
en tout cas dans son imaginaire, est très dangereux. Le principal danger étant de se séparer définitivement de ses parents, de ne plus être cet enfant qui a bâti ce système pour survivre. Et donc, il va résister. Mais le thérapeute lui-même a ses sirènes, c'est-à-dire qu'il le protège, lui aussi, d'aller plus loin. Sauf que lui, il est formé pour déjouer le jeu des sirènes. D'une façon générale, on pourrait dire les sirènes, c'est le contre-transfert. Si on inclut dans le contre-transfert le sommeil, les réactions. Il y a un collègue, là, je n'ai pas repris cette histoire parce que ça travaille plutôt sur le psychocorporel, qui accompagnait un couple et qui chaque fois était pris de douleurs abdominales violentes pendant le travail. Et donc là, il faisait un contre-transfert végétatif, comme on dit en bioénergie. Non, c'est dans la biodynamique. À moins que... Bon. Donc le contre-transfert, c'est vraiment ça que je désigne du nom de sirène. Et dans l'histoire d'Ulysse, si vous la connaissez, vous allez l'entendre une deuxième fois, Ulysse qui est mis au courant du danger par la femme qui a accepté de le laisser partir de son île, il fait en sorte que les marins n'entendent pas les sirènes. Il leur bouche les oreilles, comme ça les marins vont continuer à ramer, à souquer, et il leur demande de l'attacher à un mât pour que lui continue d'entendre les sirènes et pour savoir que le danger est passé. Et en leur ordonnant de ne pas lui obéir, c'est-à-dire que s'il demande à être détaché parce qu'il entend des choses qui lui donnent vraiment envie d'aller voir du côté des sirènes, il doit rester attaché à son mât. Et c'est une image que j'ai souvent utilisée pour dire le travail du thérapeute pour rester ancré dans ce qui est son travail, tout en entendant les sirènes. Et le travail qu'il fait par rapport aux sirènes, c'est ce travail de congruence. Tous les ordres que sa conscience lui dit, mais il faut que tu l'aides, cette personne va très mal, fais quelque chose. Fais quelque chose. Va à son secours. Console-la. Sois bon. Elle a tellement souffert. Elle est fragile. Elle est fragile. Alors que pour avoir traversé ce qu'elle a traversé, elle est sans doute plus solide que bien les thérapeutes. Mais heureusement, les thérapeutes aussi en ont traversé beaucoup. Mais c'est ces voix qui imposent le sauveur, c'est bien connu. Une petite dernière question. Le lien entre la posture du thérapeute et la posture de méditer. De méditer ? Ouais, est-ce que toi tu médites ? Est-ce que toi tu as médité ? Est-ce que le lien silence, présence, j'aimerais bien qu'on médite, mais c'est autre chose. Non, je propose, avant chaque séance en groupe ou individuel moins, je propose un temps d'intériorisation pour passer de l'espace extérieur à l'espace de la supervision. Donc il y a un objectif, c'est pas tout à fait comme une méditation. Mais ça, si méditer t'aide à être présent à toi-même, voilà. Merci. Merci de votre attention.